terre. Parce qu'à même ton téléphone, il est tombé par terre. Ouais. Il a fait vous extrême droite. Entendre ce terme. Parce qu'ailleurs, nulle part, on ouvre une porte à une personne comme moi. Et encore, j'ai de la chance, je suis blanche. Donc ça aussi, si j'ai pu aussi avoir des portes ouvertes, c'est parce que aussi je suis blanche. Il y a 20 ans qu'on était dans un mouvement progressiste et on voit qu'effectivement, il y a un backlash et un retour du conservatisme. On est dans un truc de plus en plus polarisé. Oui, c'est tout un système qui est fait pour les protéger, en fait, ni plus ni moins. Et la culture du Val, elle a de longues années devant elle. On va pas du tout sur ça, je suis pessimiste à 100%. On va quand même essayer de se battre. Oui, non, bien sûr. On est là pour ça. La France a vraiment souffert. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur le Piquet. Le concept de l'émission est simple. On reçoit des invités engagés sur des sujets et qui viennent nous parler de leur lutte. Aujourd'hui, donc, on reçoit Jessica Suzès, militante féministe, et Anna Tardivel, chargée de la programmation à la Gaîté Lyrique. Donc, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter vous-même et me dire ce que vous faites dans la vie. Qui veut commencer? Allez, Jessica. Beaucoup de politesse. Je commence, mais normalement, on est à la Gaîté Lyrique, donc ce serait plutôt à toi de commencer. Pardon, trop de politesse. Anna Tardivel, je suis responsable de la programmation artistique à la Gaîté Lyrique depuis 6 ans maintenant. La Gaîté Lyrique a un peu changé de projet justement depuis 2 ans. Il s'est intitulé la Gaîté Lyrique Fabrique de l'époque. C'est un projet qui s'articule entre les questions de création contemporaine et d'engagement, justement, d'engagement pluriel, donc sociétaux, et qui reflète justement les grandes questions qui traversent notre époque. Donc c'est un peu la singularité du projet, c'est d'avoir au sein d'un même lieu des artistes, des activistes, des chercheurs, chercheuses, des associations qui pensent des grandes questions sociétales et aussi des urgences d'agir, d'être aussi dans un paradigme de passer de l'idée à l'action dans un même lieu. Ok, d'ailleurs, merci à vous de nous accueillir aujourd'hui, notre piquet de grève. Et toi, du coup, Jessica? Moi, je suis militante féministe, mais je suis aussi maman de 3 enfants, maman solo de 3 enfants. Et en fait, j'essaye de surtout... c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de mots hyper définis, mais je fais des interventions auprès des femmes dans les médiathèques, auprès des enfants, des adolescents. J'aime beaucoup l'idée de semer des graines auprès des enfants et des ados. Donc ça, c'est un truc que j'adore faire. Et puis, le militantisme un peu partout. J'ai co-créé avec plusieurs copaines une assemblée féministe transnationale, une association, un collectif local, Nous Toutes 93 Antiracistes, et puis Embrasse le Monde, et aussi du coup membre de la coordination de Nous Toutes. Et donc c'est un peu tout ce panel-là qui fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé chacune à vous engager dans les luttes féministes? Est-ce qu'il y a un événement marquant ou quelque chose dans votre vie qui a joué un rôle dans cette prise de décision? Moi, je dirais que c'est plutôt une évolution progressive. Ça a commencé pendant mes études. J'ai fait des études de sciences politiques et c'est vrai qu'il y avait déjà, je me disais qu'il y avait un climat assez délétère, assez misogyne en fait, de grandes écoles et très aussi homophobe. Il y avait par exemple des soirées qui s'appelaient les PPP, les putes pastis pétanques, voilà. Et à l'époque, non mais voilà, tout à fait, à l'époque, c'était tout à fait assumé. Et en fait, personne ne bronchait. Et c'est vrai que déjà, non, mais on a fait quand même du chemin parce que c'est vrai que les femmes, les minorités de genre, tout ça, n'étaient pas choquées par ça en fait. Il y avait cette culture du patriarcat qui nous inondait, qui faisait que on acceptait et on trouvait ça drôle. Je commençais déjà à ressentir un certain malaise par rapport à ça et j'ai pris mes distances par rapport à toutes ces soirées, ces climats un peu malsains en fait. Mais je pense que à ce moment-là, je le conscientisais pas autant que justement pendant MeToo. Là, c'est plutôt beaucoup de réflexions théoriques qui ont commencé à me nourrir aussi et à conforter, là vraiment conscientiser mes engagements féministes. Et ça continue évidemment maintenant. Et qui plus est avec la montée des extrêmes, la libération de la parole à l'inverse de l'extrême droite, qui fait que j'ai envie de continuer à m'engager et à porter haut et fort ces combats-là. Je serais encore choqué sur... moi aussi. Non mais en fait je m'en suis rappelée rétrospectivement.
Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision De devenir militante et Ouais. de... T'es passé de quoi dans ta vie? Tu veux vraiment pas aller sur ce thème-là. Moi, j'ai vécu des violences sexuelles dès l'enfance. Mon premier viol, j'avais 4 ans. Et puis ensuite, il y en a eu plusieurs tout au long de ma vie, des violences intrafamiliales. Et puis, forcément, quand tu démarres la vie par autant de violences, en fait, tu en reçois encore quand t'es jeune adulte, etc. Et puis après, j'ai perdu un de mes enfants. Et puis après, je me suis retrouvée à la rue avec mes enfants, etc. Donc, j'en pouvais juste plus. Et en fait, j'ai dit au téléphone avec ma meilleure amie, je lui ai dit, mais en fait, je peux pas me dire que j'ai vécu tout ça juste pour les vivre. Genre, tiens, cadeau, et maintenant, fais ta vie. Enfin, ça a pas de sens. J'avais besoin de donner un sens à tout ce vécu. Et j'ai décidé de devenir militante. Parce qu'en fait, dans les médias, à chaque fois, quand je pouvais regarder la télé, on a souvent des témoignages de personnes qui vivent des choses difficiles. Mais à chaque fois, il y a un cadre assez stable et sain. Et à chaque fois, je ne me retrouvais jamais dans les discours des personnes parce que c'est des personnes qui vivaient un moment difficile, mais qui, avant, ça allait bien. Pendant, ils avaient du soutien, de la famille, un conjoint, un cadre, un travail, des moyens, etc. Et je me disais, mais en fait, j'avais l'impression que du coup, c'était moi le problème. Et je me dis, au fur et à mesure que je discute, que j'entends, je me dis, mais en fait, non, il y a plein de femmes qui se retrouvent aussi dans des situations similaires aux miennes. Et c'est pas juste qu'elles n'aient pas de représentation, j'ai pas envie que ces femmes-là se sentent aussi seules et aussi coupables comme moi j'ai pu me sentir. Et je me dis, il est important de pouvoir prendre la parole et de dire, en fait, ta vie, ça peut être de la merde de A à Z. Tu peux ne pas avoir de famille, tu peux ne pas avoir de moyens, tu peux te retrouver dans la rue, tu peux être mère célibataire. Mais en fait, ça ne te définit pas. Et tu peux t'en sortir. Et de toutes les façons que tu décides de t'en sortir, c'est OK. Il n'y a pas une façon qui est bien et les autres, elles sont problématiques. Non. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de porter cette voix-là et de pouvoir un peu apporter du réconfort à toutes les personnes qui pourront me voir et m'entendre. Eh ben, nous, on te soutient totalement dans ce que tu fais. Franchement, C'est vrai qu'on entend peu finalement de voix comme toi dans le débat public et c'est hyper important effectivement de créer de nouvelles représentations, des rôles modèles. Et puis en plus, le post-traumatisme, il dure toute une vie. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que quand tu es enfant et que tu vis des violences aussi extrêmes que celles que j'ai pu vivre, en fait, ton cerveau, il a pas le temps de se construire dans l'apprentissage, il est dans la survie. On nous demande de réussir comme les autres, mais on peut pas réussir comme les autres parce qu'on n'est pas comme les autres. C'est un fait, en fait. Donc du coup, on est obligé de se sauver soi-même, de se construire soi-même différemment de ce que la société veut nous montrer de quelle façon on peut s'en sortir. Et j'ai envie de montrer aux personnes, en fait, tu peux. Et tu dirais que c'est justement en partie ton engagement féministe qui a permis de te donner un cadre, créer une nouvelle, un espace aussi, un périmètre de sécurité aussi pour toi, Complètement. De nouvelles alliances, tout ça. Oui, ça a permis vraiment d'avoir une porte ouverte, parce que ailleurs nulle part, on ouvre une porte à une personne comme moi. Et encore, j'ai de la chance, je suis blanche. Donc ça aussi, si j'ai pu aussi avoir des portes ouvertes, c'est parce que aussi je suis blanche. Et puis oui, après il y a eu la sororité et tout ce qui se passe dans le militantisme et tout qui te permet de ne plus culpabiliser, d'avoir vraiment ce chemin de dire ah oui en fait je suis pas coupable de ce que j'ai traversé. et du coup aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu te sens quand même assez épaulée par ton entourage? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que je pense que l'entourage fait ce qu'il peut, ne peut pas faire plus, et c'est OK. Mais je pense qu'on est toujours quand même seul parce que les traumas sont lourds, les séquelles sont lourdes. Et donc, du coup, on est dans un état d'anxiété totale, de survie totale. On est en hypervigilance constamment. Et donc, en fait... il y a des interactions qui vont être compliquées. Il y a des moments où là, je suis dans une période où j'ai besoin d'être isolée, etc. Et donc, en fait, je pense que pour l'entourage, c'est pas évident non plus. Mais j'ai la chance de militer avec des personnes qui arrivent à le comprendre. Au sein de nous toutes, c'est OK quand tu as besoin de faire une pause, tu prends une pause et tu peux revenir quand tu veux, etc. Et donc, ça c'est chouette. Je voulais savoir comment est-ce que vous définissez le féminisme? On pourrait parler plutôt de déféminisme, plusieurs formes de féminisme. Et puis à la base, c'est effectivement d'essayer de réduire ces inégalités entre les hommes et les minorités de genre. Et toutes les minorités, en fait, aussi. C'est aussi ne pas opposer une lutte par rapport à une autre, mais essayer de faire que
ces différentes luttes contre un oppresseur, plusieurs oppresseurs, convergent en fait. Donc c'est pas une hiérarchie des luttes, mais c'est plutôt comment on lutte ensemble, comment on crée de nouvelles alliances, etc. Et c'est aussi un changement de paradigme, quoi. C'est comment on provoque une culture du changement, en fait. Les inégalités viennent aussi du fait qu'elles sont perpétrées et pérennisées par le système étatique aussi. Donc c'est aussi des violences systémiques, comme on dit. Et donc c'est comment on change cette culture-là du patriarcat et de l'oppression. Et donc c'est à la fois des choses très concrètes dans le quotidien, dans la vie des femmes, des minorités de genre, et au niveau plus étatique, mais c'est aussi une culture du changement, quoi. Effectivement. Pour moi, être féministe, c'est c'est les meilleures personnes de la vie. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu es féministe... C'est une bonne définition. Oui, pour moi, quand tu es féministe... par exemple, moi, je pars d'un principe que les personnes de droite ne sont pas féministes. Enfin, je les mets pas on n'est pas dans les mêmes rangs. Donc, c'est-à-dire que pour moi, être féministe, c'est vraiment lutter pour le bien-être de tout le monde, que toutes les personnes puissent vivre et exister comme elles décident d'exister. Genre vraiment... et pour moi, je trouve que c'est vraiment aberrant qu'on en soit encore là à dire de devoir lutter pour que chaque personne puisse exister comme elle a envie d'exister. Genre, pour moi, ça devrait être logique. Pour moi, être féministe, c'est ça. Avant, quand on se disait féministe, c'était un gros mot, on n'osait pas le dire, etc. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que c'est vendeur, mais c'est de l'hypocrisie. Donc, du coup, ouais, exactement. Ouais. Tu vois, on s'en est servi, on a dit, ah, mais purée, c'est cool, ça vend. Donc, je vais demander à n'importe quelle influenceuse d'écrire un livre. Oui, quand tu vois que Bolloré est la partie en direct, tu te dis, tu crois pas qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Et donc en fait pour moi c'est vraiment renverser le monde. En fait c'est renverser ce monde qui est fait pour personne, si ce n'est que pour les personnes cis blancs hommes, tu vois. Et en dehors de ça, ce monde n'est pas fait pour les autres. Et donc pour moi le féminisme c'est vraiment renverser le système pour en reconstruire un autre. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du féminisme d'extrême droite qu'on voit beaucoup émerger dans le débat public? Jusqu'à même ton téléphone il est tombé par terre. Il a fait extrême droite. pas entendre ce terme. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette question? Je dis bien féministe d'extrême droite avec de grosses guillemets. Hein. Voilà. Et comment est-ce que ça s'oppose à votre vision du féminisme? Même bon, tu as commencé un petit peu à répondre. Ouais. Ouais, on a commencé à le dire. Pour moi, ça n'existe pas en fait. Le féminisme d'extrême droite, c'est deux termes qui ne vont pas ensemble, tout simplement. Et je vois à quoi tu fais référence, mais pour moi, c'est des mouvements identitaires qui veulent juste récupérer, comme tu l'as dit, ce terme-là parce que c'est vendeur et parce que pour en fait l'instrumentaliser et détourner l'attention sur toujours les mêmes sujets, sur des choses identitaires, de dire que les étrangers sont des violeurs, etc. Alors qu'on sait que en fait la majorité des violences sexuelles sont faites au sein sont faites par un proche, en fait, par une personne qu'on connaît. Donc c'est complètement faux, en fait. C'est le contraire des féministes du féminisme parce que c'est aussi privilégier un groupe, donc les femmes blanches, cis, hétéros, sur un autre groupe. C'est ne pas accepter les luttes queer, c'est ostraciser les personnes trans. Donc voilà, pour moi c'est pas du féminisme. Ouais. Oui, totalement. Déjà, pour moi, je m'arrêtais juste déjà à la droite pour me dire que alors extrême droite. Non, pas quoi. Moi, je disais, alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler pendant 15 ans de ces gens? Non, ils sont pas féministes. Enfin, je veux dire, c'est des personnes qui militent. Ce sont des militants, oui, ça c'est vrai, mais qui militent pour leur cause à eux et pour les gens qui leur ressemblent. Enfin, pour moi, les pires des personnes qui ont existé sur cette terre ont toujours été les gens d'extrême droite. Donc, commencer à dire qu'ils ont des luttes sociales et féministes, c'est totalement faux. Enfin, il y a juste à regarder l'histoire de notre planète pour savoir que ça a toujours été eux qui ont fait n'importe quoi et qui ont causé du mal et du tort à des millions et des millions de personnes. Donc non, ce sont juste des mauvaises personnes qui militent pour leur propre cause. Ce qui est dingue, c'est qu'à l'extrême droite, en plus, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connues dans l'espace public. Marine Le Pen déjà, pour commencer. Même chez les fachos de génération identitaire, enfin, t'as plein de figures féminines qui sont mises en avant. Alors qu'au final, c'est un parti qui va totalement faire régresser leurs droits, quoi. Enfin,
je sais pas, une espèce de dissonance cognitive, j'ai l'impression, Ouais, complètement. chez ces gens-là qui est assez incroyable. Du coup, qu'est-ce que signifie pour vous l'expression la culture du viol et comment est-ce que vous percevez son impact dans la société sur les femmes? C'est pas que au niveau individuel, mais c'est-à-dire qu'il y a tout un pan des institutions, mais de la société aussi, en fait, quand on voit qu'on met en doute à chaque fois la parole des victimes, etc., que les victimes se retrouvent culpabilisées, bah voilà, ça fait partie de la culture du viol, quoi. Donc c'est une mise en doute de la parole systématique de la parole de la victime et trouver des excuses, en fait, à l'agresseur. Et ça, c'est pas que au niveau individuel, c'est au niveau, c'est culturel, voilà, c'est sociétal, quoi. Ok. Oui, et je suis en train de penser à Némésis, je suis désolée. Pourquoi je pense à ces personnes-là? Fallait pas me parler d'eux. Ça, je peux me rappeler qu'ils existent, je suis désolée, hein, mais oh là là, ils sont vraiment toujours là. La culture du viol, pour moi, c'est dans tout, c'est dans les films, c'est dans la culture des sites pornographiques. C'est aussi dans les jeux vidéo. En fait, c'est vraiment partout. La culture du viol, c'est dans les histoires, c'est dans les séries qu'on va regarder, c'est à la télé, c'est dans les journaux qu'on va lire. Enfin, vraiment, la culture du viol, elle est partout. Quand on parle de la culture du viol, les gens, ils pensent à un truc, tu vois, le grand méchant et tout. Mais en fait, non, c'est pas ça, la culture du viol. C'est comme les violeurs, c'est pas des monstres, tu vois, c'est nos pères, nos frères, comme Adèle Haenel l'avait dit. C'est nos pères, nos frères, nos cousins, nos amis, etc. Et ben, la culture du viol, en fait, on va résumer un truc assez simple, d'accord? Le système, il a été construit par des hommes blancs, d'accord, qui ont du pouvoir des bourgeois, qui sont, du coup, des agresseurs sexuels, et en fait, ils ont essayé de construire un système qui les protège et qui protège les personnes qui leur ressemblent. Parce que quand on voit un agresseur qui est non blanc, bah lui forcément, il va avoir une peine, il va se passer, enfin il y a vraiment, ça va pas être le même rapport, tu vois. Donc et donc tout ce système, forcément, ils l'ont construit, ils ont tout fait pour que les gens ne puissent pas être punis. Pour diaboliser la femme, ça aussi, ça fait partie de la culture du viol. Quand on diabolise la femme, ça fait partie de la culture du viol. Ça veut dire que, oui, mais les femmes, de toute façon, elles sont mondaines. Les femmes, faut pas les croire, c'est des michetonneuses, c'est des sorcières, etc. Et donc, en fait, c'est dans toutes ces récits-là, exactement, en fait, qui sont créés pour que, quand il y a une femme qui va dire, bah, j'ai été victime de viol, bah, tout de suite, c'est, voilà, c'est, est-ce que tu es sûr que tu voulais pas? Est-ce que tu es plein de questions comme ça et donc oui, c'est tout un système qui est fait pour les protéger en fait, ni plus ni moins. Et la culture du viol, elle a de longues années devant elle. On va pas du tout sur ça. Je suis pessimiste à 100%. On va quand même essayer de se battre. Oui, non, bien sûr. On est là pour ça. La prochaine question, c'est ça, tu vois, c'est que... Bon, on n'avait plus qu'à rentrer chez nous. Allez, salut. On peut pas la combattre, la culture du viol. Non, on peut la combattre, mais je veux dire, enfin, je pense pas que ce sera nous qui mettrons, tu vois, je veux dire, je sais que mes enfants vont devoir aussi continuer. Je vais leur donner le flambeau, quoi, tu vois. Donc, Du coup, comme je disais, pour rebondir, on a parlé de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite, la percée électorale qu'ils font en ce moment. Quand on voit ça, quand on voit des personnalités notamment connues qui agressent et qui s'en sortent plutôt bien, Depardieu aussi, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour lutter et donner de l'espoir aux gens, en fait, comment est-ce qu'on fait pour les motiver quand même à continuer, alors que ça peut être, c'est déprimant. Moi, je pense qu'il serait intéressant de parler plus des victimes et de leurs familles à chaque fois que des agresseurs et de leur famille et de leur travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur les plateaux, et c'est ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, on va parler de l'agresseur présumé, on va parler de son travail, on va parler de ce qu'il fait, mais on parle jamais de la victime présumée. Jamais. Donc déjà, si on pourrait recentrer le débat sur les victimes, je pense que déjà, on changerait l'opinion des gens. Et on pourrait aussi donner la chance aux femmes qui sont victimes et qui regardent en fait les débats, de se dire, OK, j'existe en tant que personne, ce que je fais, c'est important. Parce que quand on dit oui, juste la victime et qu'ensuite on met toutes les lumières sur l'agresseur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'agresseur est plus important que la victime, que son travail est plus important que la victime, alors que c'est faux. Et donc moi déjà, si on pourrait juste recentrer le débat à chaque fois sur les victimes, leur travail, ce qu'elles font, qui elles sont, la famille, parce que c'est comme si la victime, on la dépersonnalise, on la déshumanise, et l'agresseur, au contraire, on va le surhumaniser, on va vraiment mettre
la lumière totale sur tout ce qu'il fait. Oui, mais vous vous rendez pas compte, il va perdre son travail, vous vous rendez pas compte ce que c'est pour lui. Non, mais attendez, vous vous rendez compte ce que c'est pour elle? Tu vois, genre, venez. Et donc, du coup, je pense que déjà, si on commencerait par ça, on pourrait changer l'opinion publique et on pourrait aussi, du coup, donner du réconfort et montrer qu'il existe d'agir d'une autre façon et que, en fait, de juste, il y en a, ils aiment pas avec les gens de droite, n'aiment pas quand on dit croire des victimes, et moi je continue à dire qu'on pourrait changer notre façon de réagir, de dire ok, dans un premier lieu, je crois la victime, et si tant bien arrive qu'on apprend que la victime a menti, ok, mais d'abord on croit la victime. Pour moi, ça paraît logique à chaque fois de croire la personne qui est victime que de croire un présumé agresseur. Enfin, il y a un truc qui tourne pas rond dans la tête des gens, mais c'est vrai que la victime est souvent juste la victime, en fait. C'est la victime. Victime. La victime. Oh, elle a fait ça dans sa vie et boum. Ouais. On va interviewer les gens de la famille de l'agresseur, ses collègues, ceux qui travaillaient pour lui. Jamais l'entourage de la victime. Non. C'est ça. Il y a un podcast là-dessus, j'ai oublié son nom, mais je te le retrouverai, sur l'affaire Strauss-Kahn, en fait, où on a fait parler de Strauss-Kahn, de son entourage, de comment ça allait impacter la campagne, etc. Et on n'a pas... Et son couple, etc. Et on n'a pas du tout parlé de la victime, quoi. Donc, c'est vrai qu'on l'a complètement invisibilisé. C'était la femme de ménage d'hôtel, quoi. Et même, on en a parlé, mais pour renverser, pour lui donner une image négative. Voilà. Et ce podcast explique très bien le renversement, en fait, des valeurs par rapport à ça, où la victime est devenue suspecte, en fait. Je pense qu'il y aurait toute une jurisprudence à repenser au niveau de la justice. En France, la présomption d'innocence, et d'abord essayer de prouver la culpabilité de l'agresseur. Donc c'est peut-être s'inspirer de la justice américaine là-dessus. À chaque fois, les gens, ils aiment bien, justement, ils se cachent derrière ça. C'est vraiment genre, la présomption d'innocence et je me cache d'être un connard, alors qu'on pourrait parler de présomption de véracité. Tu vois? Ouais, mais en fait, tu vois, genre, si tu joues cette carte, on peut jouer l'autre aussi, qui est beaucoup plus probable. Et encore une fois, c'est volontaire, en fait. On n'a pas envie d'entendre les victimes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai aussi l'impression que même la question du viol, en fait, on la définit pas super bien. J'avais regardé une série il y a pas longtemps où en fait la victime se faisait violer. Mais il y avait pas c'était pas un viol en mode elle se faisait taper ou je sais pas quoi, tu vois. Elle voulait pas, en fait, elle a dit non à son agresseur. Il a insisté et c'est comme s'il y a eu une espèce de dissociation entre elle et son corps et ce qui se passait. Et en fait c'était un viol. Au final les gens n'ont pas cru parce qu'elle a pas pu prouver, etc. Enfin même la qualification du viol est problématique. Déjà il n'y a pas le mot consentement dans la définition du viol. Donc en fait à partir de là on pourra pas prouver. Les viols conjugaux sont les viols qui arrivent le plus souvent. Comment tu veux prouver un viol conjugal? Donc, si le viol il n'est pas fait par un inconnu dans une ruelle sombre avec arme blanche, etc. En fait, exactement. Donc, si tu connais ton agresseur, et la plupart du temps, plus de 90% les femmes connaissaient leur agresseur, comment tu veux prouver le viol si déjà il n'y a même pas le consentement dans la définition du viol? Donc, c'est pas possible. En fait, et je pense que c'est là l'enjeu principal aussi des luttes féministes, c'est comment elles peuvent progressivement infuser ces questions-là au niveau juridique pour que en fait la justice mette un peu à jour de ces questions sociétales, quoi. En fait. En Espagne, ils ont un tribunal spécialisé dans les violences sexistes et sexuelles, avec des juges qui ne font que ça, parce que nous en France, on a un juge qui va s'occuper d'un dossier VSS et puis à côté d'un vol d'un micro-ondes, tu vois. Et donc en fait, ils sont pas formés et tout, alors qu'en Espagne, ils ont fait dès le dépôt de plainte, en fait, c'est que des personnes qui sont spécialisées au VSS et qui sont formées pour, etc. Donc, c'est pour ça qu'on demande 2,4 milliards d'euros. C'est même pas 1% du PIB, en fait. Donc, ça veut dire que si on veut, on peut. Qu'une question de volonté. Est-ce qu'on veut que les femmes se sentent en sécurité dans notre pays? Eh ben non, Brigitte. Visiblement, non. Et alors les enfants, n'en parlons pas, parce que c'est vrai que dans le débat, on parle beaucoup des femmes et des personnes minorités de genre, mais on parle pas des enfants. Et pourtant, les enfants, on est à plus de 30 infanticides, donc c'est des enfants qui ont été tués par leur père ou leur mère.
Et par exemple, il y a Cynthia qui se bat pour son fils. Elle a demandé le divorce pour des violences conjugales, etc. Donc, un père violent n'est pas un bon père. Ça serait bien aussi qu'on le mette vraiment au centre et qu'on arrête d'idéaliser le bon père de famille. On le voit avec l'affaire de Pellico. Voilà. Et en fait, donc du coup, c'est lui qui a la garde de son fils et son fils est victime de viol. Mais voilà, c'est le mec, c'est une personne blanche qui est très bien, qui connaît des personnes du commissariat de Bastille, etc. Voilà, qui a une très bonne position. Et en fait, et pourtant, on a vu des photos des dents de l'enfant qui sont, il est en très haute maltraitance. En plus, il y a du racisme sur l'enfant parce que la mère est une femme noire et tout. Donc, du coup, l'enfant est métisse. Donc, le père, vraiment, c'est une multitude, une couche de violence, etc. Et des enfants comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que les mères vont dénoncer des violences sur les enfants et en fait, on ne va pas croire la mère. Donc, en fait, c'est pour ça que les gens ont un problème avec les femmes. Ça veut dire que quand les femmes dénoncent, croire encore les femmes parce que plein d'enfants sont en danger, beaucoup d'enfants décident de se suicident. Non, les enfants ne vont pas dire des choses horribles sur leur père pour faire plaisir à leur mère. C'est faux. Dans aucun monde, ça n'existe en fait. Donc, et donc les enfants sont totalement délaissés. Les violences intrafamiliales, on s'en occupe pas. Moi, je me rappelle personnellement, mes voisines m'entendaient hurler et elles me disaient, on vous entend hurler, accrochez-vous. En fait, non, accrochez-vous. Genre, il y a même une voisine qui a déménagé parce que c'était trop pour elle d'entendre et tout. Et en fait, non, ce qui se passe chez les gens vous concerne aussi, en fait. Donc, non, les enfants, c'est un devoir de société publique de les protéger. Et encore une fois, on en parlait sur ce principe de précaution. En fait, par principe de précaution, on va... on protège. Soit pas isoler l'enfant, mais en tout cas le protéger, l'isoler de cet agresseur pour pas que ça se reproduise. En fait. Complètement. C'est juste la base, quoi. Il y a le collectif enfantiste et tout qui se bat beaucoup justement pour la cause des enfants. Et j'ai aussi rejoint le collectif des mouvements des mères isolées. Et donc pareil, c'est des cas qui sont juste gravissimes. Oui, et puis c'est des cas qui sont dans le quotidien. Et si on attend que la justice et qui sont pas fasse son isolés. travail, qui prend des années, en fait, on peut pas permettre à ce que l'enfant se fasse pendant ce temps-là violer pendant psychologiquement. C'est ça. Et donc, et c'est pas des cas isolés, genre les gens, mais non, c'est pas une histoire, non, c'est plein d'histoires qui ressemblent à cette histoire. C'est la loi qui protège pas l'enfant. Oui, complètement. Donc, Et pour rebondir là-dessus, en fait, comment, parce qu'émotionnellement, on a dit beaucoup de choses négatives. Comment est-ce émotionnellement, on tient, en fait, on fait pour garder la tête haute quand on est militant, justement, et quand on est engagé sur des sujets aussi difficiles? La santé mentale dans le militantisme, c'est quelque chose dont on commence à peine à en parler. On commence à peine à se déculpabiliser d'y penser. Parce que le burn-out militant, il existe, il est violent. Et donc il est important de prendre soin. Et donc, sur ça, c'est toute... la sphère, la sororité qui peut exister. Et donc, c'est vraiment des moments comme ça de militants qui font du bien parce que c'est des moments un peu légers, vu que toute l'année, on fait des trucs assez lourds et tout. Donc, c'est vraiment des petits moments comme ça qui font du bien. Ça fait des années qu'on parle, mais c'est que récemment que les gens essayent d'entendre et encore, ils entendent quand ça les arrange. Et puis, quand ça les arrange pas, en fait, non, j'ai pas vraiment envie, tu vois. Ferme-la encore une fois. Donc non, c'est hyper violent. Le système est violent. On a un gouvernement qui est ultra violent, qui est répressif. Enfin, je veux dire, avec toutes les lois anti-immigration. Enfin, vraiment, en fait, on a eu une continuité depuis les Gilets jaunes, en fait, où on n'a pas eu une seule victoire. On a cru à une victoire lors des législatives où on était content d'avoir gagné. Mais en fait, depuis, on s'est mangé que des claques. Il y a eu la retraite, on a perdu. Vraiment, il y a eu une mobilisation qui était immense et on a gagné nulle part. Donc, il y a aussi un épuisement militant. On s'est mangé des 49-3 en veux-tu, en voilà. Et donc, en fait, c'est le gouvernement qui est répressif, qui est autoritaire et qui est dangereux et qui fait peur. Parce que là, on a un gouvernement dit Macron, il n'est pas censé être d'extrême droite, et pourtant, il fait une alliance de fou malade avec l'extrême droite, alors qu'il nous avait demandé de faire barrage contre l'extrême droite. Enfin, vraiment, la sensation d'avoir été la marionnette de Macron. Et voilà, complètement. Et donc, ce mec est super dangereux et il nous met tous en danger parce que, encore une fois, je veux dire, il y a des personnes qui vont mourir très vite à cause de ce gouvernement. Il y a des personnes qui dorment dehors à cause de ce gouvernement. Enfin, on a vu les chiffres, il y a plus de 300 personnes qui sont mortes, 300 personnes SDF qui sont mortes dans nos rues. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, donc oui, quand il y a tout ça, et puis en plus l'actualité mondiale, avec tous les génocides qui est en cours,
et on fait comme si, on n'a pas le droit d'en parler, etc. Il y a le génocide du Congo qui est totalement silencieux, au Soudan, à Gaza, en Palestine, enfin, je veux dire, les Ouïghours. Et donc, en fait, quand on même prend du recul, enfin, ça va nulle part dans le monde. Donc, et quand on est militant, je pense qu'on milite pas que en France, on a aussi un œil sur ce qui se passe ailleurs. Et en fait, on se rend compte que ça va nulle part. Et vraiment, il y a des moments où on a besoin de couper des réseaux parce que c'est trop violent. Alors, bien sûr, on va continuer de lutter, de se battre parce qu'il n'y a pas d'autre choix et parce que on a le privilège. Militer, pour moi, c'est un privilège. On peut parler, on peut s'exprimer, etc. Donc, faut le faire. Mais quand on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est ultra violent. Et en plus de ça, le gouvernement fait en sorte aussi de complètement renverser le système de valeurs. C'est-à-dire que maintenant, militer, c'est criminalisé. Ouais, c'est vu comme du Et terrorisme. donc, on renverse tout le système de valeurs. En fait. Clair. Ils ont inventé l'éco-terrorisme. Ça rend, en fait, Ce mot, il était totalement dingue, quoi. Après le wokisme, l'éco-terrorisme. Il y a 20 ans qu'on était dans un mouvement progressiste et on voit qu'effectivement, il y a un backlash et un retour du conservatisme. On est dans un truc de plus en plus polarisé. Et effectivement, nous, pendant les élections, là, je parle en tant que gaieté lyrique, devant ça, on s'est dit, bon, bah, comment on réagit? Parce que justement, on est censé être une institution culturelle qui parle de toutes ces questions d'activisme, de création, etc. Et pour moi, au moment des élections, c'est vraiment posé la question de comment on agit, qu'est-ce qu'on fait. Et la gaieté lyrique, du coup, on a décidé de vraiment pleinement ouvrir nos espaces. Et en fait, ça se passe aussi par l'indépendance, la liberté de la presse, parce qu'on voit qu'elle est de plus en plus menacée. Donc, on essaie de mettre en place aussi des programmes d'accompagnement de médias émergents et indépendants. On a essayé un peu d'être un lieu à la fois de décryptage, mais aussi un lieu refuge par rapport à tout ce climat ambiant assez complexe et assez violent. Donc c'est un peu comme ça aussi qu'on peut, à l'échelle d'une institution, peut-être essayer de jouer un rôle, quoi. Ouais. Enfin, peut-être comme un message d'espoir, c'est que si le système il est violent comme ça, c'est peut-être parce qu'aussi en face ils voient que ça s'organise et que il y a des, c'est ça en fait. Ouais, on avance. C'est comme peut-être l'expression de Gramsci qui disait. C'est un philosophe italien qui dit en gros que quand le vieux monde se meurt, un nouveau tarde à apparaître et entre les deux, le clair-obscur, il y a tous les monstres qui apparaissent, quoi. Là, on a une période de transition où effectivement. C'est pas mal. C'est beau, hein. C'est beau. Donc voilà, on est en plein dans les monstres qui apparaissent. On est dans le clair-obscur, là. C'est ça. Faut qu'on gagne. On tend vers le clair. Du coup, vous avez répondu à pas mal de questions qui venaient normalement. Franchement, trop fort. Mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais tu as parlé du coup des organisations dans lesquelles tu militais. Oui. C'est quoi votre lien avec les autres organisations syndicales, partis politiques? Comment ça se passe? Alors moi, je m'occupe pas des liens syndics et partis politiques parce que, en fait, j'ai pas les capacités pour. Donc, en fait, on a chaque personne qui est spécialisée. On a un groupe, par exemple, qui est pour justement les partis politiques et les syndics. Et moi, je fais pas du tout partie parce que j'ai pas la diplomatie pour. Et puis même, il faut avoir une très bonne mémoire. Enfin, je veux dire, il faut pas oublier les noms, il faut pas oublier les trucs. Tout ce que moi j'oublie, mais c'est vrai qu'on a un lien parce que les syndicales et les syndicales on dit. Bon, je sais pas. Les syndics et les partis, plus les syndics parce que nous on est apartisane, même si forcément pour les législatifs on a forcément appelé pour voter Nouveau Front Populaire parce que c'était logique, mais c'était la seule fois où on a décidé de prendre parti parce que nous en fait on part du principe que en fait le gouvernement complet n'est pas avec nous. Excusez-moi, juste je regardais, c'était pas le collège qui m'appelait. Et donc en fait, excusez-moi, ça m'a perturbée. Et les partis politiques. Oui, et donc en fait les partis politiques, nous, on n'est pas vraiment en lien avec eux. Par exemple, avec le mouvement des mères isolées, on a eu en contact avec des députés pour créer des lois à l'Assemblée féministe justement pour les mères isolées. Donc en fait, ça va être des petits moments comme ça et je pense qu'il est quand même important d'avoir un lien avec des députés de gauche, parce que j'ai le temps de le préciser. Parce que non, ils viennent pas nous voir les députés de droite et d'extrême droite, pas du tout. Ouais, c'est vraiment bizarre, vraiment. Donc oui, voilà. Après, je pense que c'est en fait, je pense qu'il faut être partout. Moi, je pense qu'il faut créer des liens partout, mais avec les politiciens et politiciennes, c'est des liens qu'il faut créer, mais avec un recul et en fait, ok, vous voulez faire quelque chose, mais on n'est quand même pas ensemble tant que vous n'avez pas fait les choses.
On est quand même dans un truc on n'est pas dans un climat de confiance avec n'importe quelle politique. Donc, nous, on n'a pas envie de servir pour que vos élections de 2027 se passent bien et après, vous nous oubliez. Donc voilà, en fait, là, il y a les municipales qui arrivent. On n'est pas dupes, en fait, les maires qui commencent à s'intéresser aux personnes qui dorment dehors, etc. On n'est pas dupes. Donc non, on ne sert pas de. En fait, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une position de. En fait, on ne servira, comme on dit avec une amie. On n'est pas vos castors qui font les barrages. En fait, on arrête d'être des castors, tu vois. On a cessé, on n'a pas arrêté de faire barrage. On n'est pas des castors, ok. Donc, et ça, c'est valable pour toutes les politiques. Donc, voilà, on vous servira pas pour votre gloire et que vous puissiez manger aisément et après oublier ceux qui dorment dehors et qui ont faim. Super. En tout cas, merci à toutes les deux. On arrive à la fin de l'émission. On a une petite tradition. On va passer une petite pancarte. Vous allez écrire vos revendications dessus. Oui, c'est vrai, je voulais y penser, je voulais y penser. Oser l'utopie. Donc ça peut paraître un peu mièvre et niais comme ça, mais c'est vrai que je l'ai pas dit parce que c'est tellement évident pour moi et c'est un peu aussi la source de mon engagement et c'est ce pourquoi je travaille au sein d'un lieu culturel et artistique. C'est comment les arts peuvent nous permettre de créer une nouvelle représentation et de créer aussi des mondes utopiques qu'on espère à terme advenir en des formes de réalité. Voilà. C'est super beau. C'est trop beau. Très beau message. En plus, j'aime bien comment tu racontes. Ouais, c'est vrai que tu racontes super bien. Et là, je vais juste rajouter un. Je te crois. Ouais, voilà. L'enfant est trop fier. Pourquoi tu rigoles? Coup de pression. Présomption de véracité parce que j'en ai marre qu'on n'arrête pas de parler de présomption d'innocence. Moi, j'ai envie qu'on croie les victimes et qu'on les aime et qu'on soit avec elles et qu'elles soient pas toutes seules. Alors, présomption de véracité et à toutes mes sœurs, on vous croit. Et bravo